Le Québec est un immense territoire de presque 1 700 000 km² bordé par la mer sur 3 côtés. Il compte plus d'1 million de lacs et de cours d'eau. Son territoire est partagé entre les zones de végétation arctique, boréale et tempérée nordique. Ce sont les domaines bioclimatiques des sapinières et des érablières de la zone de végétation tempérée nordique qui recèlent la plus grande diversité d'écosystèmes, d'habitats et le plus grand nombre d'espèces fauniques. Chaque écosystème est un ensemble formé par une communauté d'organismes vivants en interrelation avec leur environnement naturel. Dans un écosystème, chaque espèce faunique occupe un milieu particulier où elle trouve les ressources nécessaires à sa survie et à sa reproduction. C'est son habitat. Le Québec, c'est aussi plus de 8,5 millions de personnes, dont 95 % de la population réside dans la zone de végétation tempérée nordique. Particulièrement dans cette zone, l'utilisation du territoire et l'exploitation des ressources naturelles peuvent poser des défis de cohabitation avec la faune. Les changements climatiques, les interventions forestières, l'agriculture, l'étalement urbain et le développement du réseau routier peuvent notamment altérer ou modifier les conditions de vie des animaux sauvages qui vivent dans les secteurs perturbés. Certaines espèces pourront tirer profit de ces transformations, tandis que d'autres s'en trouveront désavantagées. Pour ces dernières, la préservation d'habitats de qualité est primordiale. Au Québec, l'orignal, le cerf de Virginie, l'ours noir, le dindon sauvage, le petit gibier et les animaux à fourrure font l'objet d'un plan de gestion. Au Québec, les plans de gestion de la faune permettent d'élaborer les règles de prélèvement afin d'assurer une exploitation durable selon l'espèce et la zone de chasse. Par exemple, en favorisant la protection des femelles orignales, la productivité des troupeaux a augmenté de façon significative. Nous avons aujourd'hui plus d'orignaux que jamais au Québec. Nous en récoltons maintenant plus du double qu'il y a 10 ans et 8 fois plus qu'au milieu des années 60. Les plans de gestion de la faune permettent aussi de contrôler la surabondance d'espèces comme l'oie des neiges. La chasse permet donc de limiter en partie la destruction des champs agricoles, une situation qui pourrait être autrement très coûteuse pour l'État. Une saine gestion procure en fait un juste équilibre pour la faune et les chasseurs. Une saine gestion de la faune permet même l'expansion de la population de certaines espèces ciblées, comme le dindon sauvage, un véritable succès au Québec. L'orignal est le plus grand cervidé du monde et le mâle porte les bois déployés en larges palettes. Le panache commence à pousser au début d'avril. Pendant la croissance du panache, le besoin de l'orignal en calcium et en phosphore est grand. Chez un mâle adulte, le panache croît jusqu'à 25 mm par jour. Entre la fin d'août et le début de septembre, le velours s'assèche et se détache en larges lambeaux. Le mâle frotte alors ses bois aux arbres et aux arbustes pour s'en départir. Les bois, tant qu'à eux, tombent entre décembre et février. Au premier automne, le faon n'a pas de bois. Les premiers bois poussent vers 1 an et ne forment qu'une simple dague, parfois subdivisée. Les larges palettes caractéristiques apparaissent vers l'âge de 4 ou 5 ans.
La dimension du panache ne peut pas servir à déterminer l'âge de l'orignal. L'âge est plutôt évalué en comptant le nombre de couches de sément formées annuellement sur les racines des incisives. La longévité maximale en nature d'un orignal est d'une 15aine d'années. L'ouïe et l'odorat de l'orignal sont bien développés. Sa vue lui permet de discerner assez bien les contrastes, donc de percevoir facilement les mouvements, même de loin. Comme le cerf de Virginie, il est fort probable que l'orignal puisse distinguer les couleurs et il porte peu d'attention aux objets situés au-dessus de lui. La période d'accouplement, c'est-à-dire du rut, se concentre essentiellement entre la 3e semaine de septembre et la mi-octobre. Pendant cette période, les femelles brament pour attirer les mâles. Ceux-ci émettent de brefs cris rauques. Ils frottent leur bois aux arbres et vont même affronter leurs rivaux dans des combats. Ils grattent le sol humide avec leurs sabots, ils y urinent et se vautrent dans ces souilles afin d'y attirer les femelles. Un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles qui vont donner naissance à 1 ou 2 faons, rarement 3. Les jeunes demeurent avec leur mère pendant 1 an. L'hiver, les orignaux se rassemblent en petits groupes dans ce qu'on appelle des ravages, des milieux boisés où ils trouvent à la fois abri et nourriture. Le reste de l'année, il est plutôt solitaire. De façon générale, l'orignal fréquente durant toute sa vie le même territoire. Il se déplace facilement, sans faire de bruit, dans les forêts denses. D'une saison à l'autre, année après année, il retourne aux mêmes endroits en suivant les mêmes routes. L'orignal fréquente les forêts mixtes, particulièrement les sapinières à bouleau blanc ou à bouleau jaune. Il fréquente les éclaircies, les brûlis, les aires de coupe forestière, les aunais, les lacs couverts de végétation submergée, les marécages et les étangs. L'orignal se nourrit de feuilles, de ramilles, de bourgeons, d'écorces de feuillus et d'aiguilles de conifères, mais préfère le bouleau, le saule et le peuplier. Il se nourrit aussi de plantes herbacées et aquatiques. Le loup et l'ours noir sont les principaux prédateurs de l'orignal. La plupart des orignaux victimes des loups sont des juvéniles ou des adultes affaiblis. L'ours noir s'attaque surtout aux orignaux nouveau-nés. La chasse à l'orignal est la plus populaire au Québec. La récolte d'orignaux faite par les chasseurs est la première cause de mortalité pour ces cervidés. Malheureusement, les accidents routiers impliquant des orignaux entraînent aussi de nombreux décès. Chaque année, on rapporte plus de 1000 collisions impliquant des orignaux. On retrouve l'orignal jusqu'au 55e parallèle de latitude nord au Québec, c'est-à-dire essentiellement à la limite de la forêt boréale. Les plus fortes densités d'orignaux au Québec se retrouvent au sud du 50e parallèle. On remarque que les plus fortes récoltes proviennent principalement des zones au sud et à l'est de la communauté urbaine de Québec. Le plan de gestion de l'orignal vise principalement à atteindre ou à maintenir les densités d'orignaux optimales pour conserver l'intérêt des chasseurs, ainsi qu'à optimiser les retombées économiques pour tout le Québec. La chasse sélective, qui épargne les femelles lors des années dites restrictives, permet le maintien des populations optimales, car les femelles qui assurent la prolifération de l'espèce sont protégées. La chasse permet aussi de maintenir des densités d'orignaux à environ 60% de la capacité de support de l'habitat défini pour chaque zone de chasse. Lorsque ce pourcentage est dépassé et que les populations d'orignaux sont principalement limitées par leur approvisionnement en nourriture, la chasse des animaux sans bois, femelles ou faons, est nécessaire pour protéger l'habitat. Annuellement, au Québec, en moyenne, 175 000 chasseurs prélèvent plus de 25 000 orignaux lors des années permissives, où l'on peut aussi récolter les orignaux sans bois.
La récolte d'orignaux est moindre lors des années restrictives, où l'on récolte les mâles avec bois et les veaux. Le cerf de Virginie est une espèce opportuniste qui s'adapte bien. Il est le cervidé le plus répandu et le plus abondant en Amérique du Nord. Les bois sont portés par les mâles, bien qu'exceptionnellement, les femelles puissent en être pourvues. Sur un panache normal, les pointes sont relativement symétriques, mais il peut y avoir des panaches anormaux ou atypiques. Contrairement à l'orignal, la dimension du panache est en lien direct avec la corpulence de l'animal. Les bois, qui tombent en hiver, sont à leur taille maximale lorsque l'animal est âgé entre 5 et 7 ans. Le cerf de Virginie a un excellent sens de la vue, de l'ouïe et de l'odorat. Il peut distinguer, de nuit comme de jour, des objets éloignés et le moindre mouvement dans son champ de vision de 310 degrés, et ce, sans même bouger la tête. On sait que le cerf peut distinguer les couleurs. En bougeant les oreilles, il peut aussi déterminer la direction ainsi que la distance d'un danger. Son odorat serait de 35% supérieur à celui du chien. Il lui permet de localiser ses congénères et d'identifier des dangers. Leurs sabots ont même des coussins leur permettant de détecter les vibrations au sol. La période du rut se situe entre octobre et novembre. Les femelles mettent bas au printemps. Elles ont en général 1 ou 2 fans. Plus rarement, les femelles peuvent donner naissance à un 3e fan. Le cerf est un opportuniste au niveau de son alimentation, mais préfère les fruits charnus tels que les bleuets, les framboises et les pommes. Il se nourrit aussi des feuilles d'une grande variété d'arbres et d'arbustes, de cèdres, de sapins et de nombreux végétaux tels que le trèfle, la verge d'or, les champignons et les lichens. Il peut aussi consommer de la luzerne, du soya, du maïs et des céréales dans les champs. C'est pourquoi le cerf peut devenir nuisible pour certaines cultures et les vergers. La modification du milieu naturel par l'agriculture et la foresterie a favorisé le cerf de Virginie, qui occupe aujourd'hui tout le sud du Québec, jusqu'en Abitibi et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Son expansion est limitée au nord par la longueur de l'hiver et l'épaisseur de la neige au sol. Vous remarquez que la répartition générale du cerf de Virginie est limitée au nord par la forêt boréale et non pas par le fleuve Saint-Laurent. La population de cerfs de Virginie de l'île d'Anticosti est la plus nordique du Québec. Malgré les rigueurs de l'hiver, il subsiste une forte concentration de cerfs en raison de l'absence de prédateurs et d'une faible pression de chasse. Au Québec, les populations de cerfs fluctuent principalement en fonction de la rigueur de l'hiver. Lorsque l'épaisseur de neige contraint leur déplacement, les cerfs de Virginie se concentrent dans des ravages qui comblent leurs besoins en abri et en nourriture. La protection de ces boisés, qu'ils soient en terre publique ou privée, est la clé du maintien de l'espèce au Québec. Lors d'hivers particulièrement rigoureux, le taux de mortalité peut dépasser 40%. La rigueur des hivers est donc le principal facteur de mortalité du cerf de Virginie au Québec. Le coyote, le loup et l'ours noir sont les principaux prédateurs de l'espèce. Au Québec, la chasse au cerf de Virginie est pratiquée par près de 140 000 chasseurs qui récoltent autour de 50 000 bêtes par année, pour un succès de chasse avoisinant 33%. Le plan de gestion du cerf de Virginie propose des modalités d'exploitation adaptées au niveau des populations des différentes zones de chasse. Lorsque les densités de cerfs sont trop élevées, la qualité de leur habitat se dégrade. Un manque de nourriture se fait sentir et les cerfs se déplacent pour aller chercher leur alimentation, souvent au détriment des cultures. Il y a alors plus d'accidents routiers. Environ 8000 collisions impliquant des cerfs sont comptabilisées annuellement, principalement au lever et au coucher du soleil.
La chasse est donc un outil de gestion important pour contrôler la population des cheptels, autant pour protéger l'habitat essentiel à la survie de l'espèce que pour limiter les nuisances attribuables aux cerfs de Virginie. Le principal moyen de gestion préconisé consiste à récolter un nombre prédéterminé de cerfs sans bois. Dans certaines zones, des permis supplémentaires peuvent aussi être émis pour diminuer les cheptels. Pour suivre les tendances des populations de cerfs et d'orignaux, on se sert de différents indicateurs. Le premier est l'inventaire aérien, réalisé généralement aux 10 ans, en hiver, dans la plupart des zones de chasse. Les données recueillies permettent essentiellement d'estimer la densité de la population, le rapport des sexes et le nombre de jeunes par femelle. Un second indicateur analyse les données d'exploitation, c'est-à-dire le nombre d'animaux récoltés et le nombre de chasseurs établis d'après les permis vendus. Enfin, les enquêtes auprès des chasseurs sont un dernier indicateur. Dans le cas spécifique du cerf, ces indicateurs permettent d'établir le nombre de permis de cerfs sans bois à émettre annuellement, et ce, afin de favoriser le maintien des populations à un niveau optimal dans chacune des zones du Québec. L'ours noir est présent dans l'ensemble du territoire québécois. Il quitte rarement le couvert des arbres et les cas où il s'attaque aux humains sont exceptionnels. Il est généralement timide et solitaire. Il préfère s'esquiver pour éviter tout contact direct avec l'être humain. Pendant l'hiver, l'ours hiverne dans une tanière et ne s'alimente pas. Ce n'est pas de l'hibernation, car sa température corporelle se maintient au-dessus de la température ambiante et parce qu'il peut se réveiller à tout moment. Il accumule des réserves de graisse pendant l'été et l'automne en mangeant des plantes herbacées, une grande quantité de petits fruits, des noix, des insectes et des mammifères. L'ours est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange de tout. Les années où les fruits sont moins abondants, l'ours peut se déplacer jusqu'en milieu périurbain pour trouver d'autres sources de nourriture. Il peut alors devenir une nuisance ou susciter la crainte. Les ordures ménagères attirent l'ours noir. À l'occasion, on le retrouve près des domiciles et terrains de camping où la nourriture et les ordures ne sont pas convenablement mises hors de sa portée. Il semble lourd et maladroit, mais il peut nager, grimper aux arbres et même atteindre des vitesses allant jusqu'à 55 km/h. La période d'accouplement de l'ours se déroule du début juin jusqu'à la fin du mois de juillet. L'ours a généralement une portée de 2 à 3 petits pendant l'hiver. Elle prend soin des oursons pendant les 2 premières années et pourrait attaquer même un humain si elle les sent menacés. La chasse et le piégeage sont les principaux facteurs de mortalité chez l'ours noir. Exception faite de l'humain, l'ours noir n'a pas vraiment de prédateurs. Par contre, l'ours mâle adulte peut être une menace pour les oursons. Il est à noter que l'ours noir est présent dans l'ensemble du Québec, mais on ne le retrouve que rarement au nord du 57e parallèle. L'ours noir fréquente les forêts de feuillus et de résineux, les forêts en régénération, la toundra, mais il préfère les forêts denses et les broussailles touffues. En considérant l'accessibilité au territoire, on remarque que l'essentiel des récoltes est fait au sud du 50e parallèle, soit principalement dans le domaine bioclimatique des sapinières à bouleaux jaunes et blancs. Les inventaires aériens utilisés pour les cervidés ne peuvent s'appliquer à l'ours noir, puisqu'en cette saison, il hiverne dans une tanière. La gestion de l'ours noir repose principalement sur les données d'exploitation par la chasse et le piégeage, obtenues lors de l'enregistrement des captures. Le plan de gestion de l'ours noir vise essentiellement à maintenir leur population à un niveau biologiquement et socialement acceptable. Dans les secteurs non chassés du sud du Québec, qui présentent un habitat favorable, on retrouve des densités aussi fortes que 4 ours aux 10 km². Ces dernières années, on enregistre une récolte annuelle d'environ 4 à 5 000 ours pour un succès de chasse qui varie entre 25 à 30 %.
L'ours noir peut être chassé au printemps ou à l'automne dans certaines zones. Le dindon sauvage a été observé pour la première fois au Québec en 1976. La colonisation de cet oiseau au Québec a été favorisée par la croissance démographique des populations de l'Ontario et des États de New York et du Vermont. Divers projets d'introduction et de relocalisation de l'espèce, propulsés par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, ont aussi contribué à l'établissement de l'espèce au Québec. Depuis 2008, ce gibier très convoité auprès des chasseurs québécois est devenu suffisamment abondant pour pouvoir le chasser sans mettre en péril la survie de l'espèce. Les populations de dindons sauvages sont principalement concentrées au sud du Québec. Les mâles et les femelles montrent des différences physiques et comportementales marquées. La tête du mâle est bleue, blanche et rouge. Le dindon mâle porte aussi généralement une barbe pouvant atteindre jusqu'à 13 cm. La femelle est plus petite. Sa tête et son cou sont d'un bleu-gris parsemé de petits poils foncés. Son plumage est plus terne, de couleur brunâtre. Avec les yeux situés de chaque côté de la tête, le dindon jouit d'une vision panoramique, lui permettant ainsi de voir à l'intérieur d'un arc de 300 degrés sans tourner la tête. Son sens de l'ouïe aiguisé, sa vue perçante et son tempérament nerveux font de lui un animal qui peut facilement déjouer ses prédateurs et les chasseurs. La période d'accouplement a lieu au printemps. Elle débute au mois d'avril et peut se poursuivre jusqu'à la fin mai. Une hiérarchie sociale permet au mâle dominant de s'accoupler avec le plus grand nombre de femelles possible. Les femelles pondent de 10 à 12 œufs. Les 2 premières semaines de vie sont les plus critiques pour les poussins, car ils ne peuvent pas encore voler et se percher dans les arbres afin d'échapper à leurs prédateurs. Les œufs et les juvéniles peuvent plus facilement être dévorés par un bon nombre de prédateurs qui fréquentent les mêmes habitats. Plus de la moitié des poussins meurent par prédation. La rigueur hivernale est aussi une cause majeure de mortalité pour l'espèce. Le dindon sauvage passe la majeure partie de son temps au sol pour se nourrir, se déplacer ou nicher. Il recherche des milieux agroforestiers qui peuvent lui procurer une nourriture abondante. Son alimentation en été est composée de bourgeons, de ramilles, de fruits, de graines, de noix, d'insectes et de pousses végétales. En hiver, au Québec, il se nourrit dans les champs de résidus de récolte tels que le maïs et le soya. Le dindon et le cerf de Virginie fréquentent le même type d'habitat. Le plan de gestion du dindon sauvage a pour objectif principal d'assurer la viabilité de l'espèce dans les régions où les habitats lui sont favorables. Les principaux indicateurs permettant le suivi de population des dindons sauvages sont les inventaires routiers en hiver, les sondages auprès des chasseurs et le suivi de l'exploitation des dindons à barbe. La chasse printanière aux dindons à barbe est un outil de gestion efficace pour favoriser la croissance des populations. La chasse automnale, aux mâles, femelles et juvéniles, sert plutôt à limiter les populations de dindons dans les zones où ce gibier est abondant. Ces dernières années, le succès de chasse s'est stabilisé aux environs de 35 %. Plusieurs espèces de petits gibiers peuplent les forêts du Québec, mais 4 espèces dominent la récolte annuelle. La gélinote huppée, le tétras du Canada, le lièvre d'Amérique et le lagopède des saules. Ces espèces chassées font l'objet d'un plan de gestion qui vise à assurer la pérennité du petit gibier et sa mise en valeur. La prédation est souvent la première cause de mortalité du petit gibier
qui occupe un maillon important de la chaîne alimentaire pour plusieurs animaux qui en dépendent. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les chats sont responsables de la mortalité d'environ 200 millions d'oiseaux chaque année au Canada. Voyons ensemble les caractéristiques des 4 principales espèces de petits gibiers chassés au Québec. Le lièvre d'Amérique occupe toute la province, sauf l'extrême nord où les arbres sont absents. Il vit dans les forêts avec un couvert d'arbustes denses pour pouvoir se mettre à l'abri des prédateurs. Son pelage d'un brun grisâtre en été devient blanc en hiver, ce qui lui permet de se camoufler facilement dans la neige. Plus actif à l'aube et au crépuscule, le lièvre possède une vue et une ouïe très développées qui l'aident à détecter les prédateurs et la morphologie de ses pattes arrière lui permet de se déplacer facilement dans la neige. Le taux de mortalité annuel très élevé chez le lièvre est principalement dû à la prédation. L'abondance du lièvre d'Amérique varie suivant des cycles d'environ 10 ans et elle connaît des fluctuations spectaculaires. Le lièvre peut avoir jusqu'à 4 portées de 2 à 4 petits par année. Sa capacité à se reproduire rapidement et en grand nombre permet aux populations de lièvres de pouvoir atteindre 600 individus au kilomètre carré. En été, il s'alimente de plantes herbacées et de feuilles, tandis qu'en hiver, les bourgeons, les ramilles et l'écorce sont l'essentiel de son alimentation. Le lièvre est moins présent dans les habitats où il y a beaucoup de cerfs de Virginie et que la strate arbustive qui protège et nourrit les populations de lièvres est broutée à l'excès. Un autre petit gibier, la gélinote huppée, est aussi très convoité au Québec. Son plumage tacheté et rayé, dont les couleurs varient du gris pâle à l'acajou, en passant par le roux, lui permet de se fondre dans son habitat pour se cacher des prédateurs. Elle a de petites plumes hérissées sur la tête que l'on appelle une huppe et une queue longue et plate qu'elle peut déployer en éventail. Le mâle et la femelle se ressemblent beaucoup, mais on peut les différencier facilement en observant la bande sombre sur la queue. La large rayure plus foncée est continue chez le mâle et discontinue chez la femelle. La gélinote est active de l'aube au crépuscule. Elle peut effectuer des vols brefs et rapides, agrémentés de virages brusques, ce qui lui permet de pénétrer facilement dans les taillis denses. Elle s'agrippe aussi aisément aux branches des arbres. On retrouve la gélinote huppée partout au Québec jusqu'au sud du 52e parallèle, dans les forêts mixtes ou de feuillus. En été, la gélinote huppée se nourrit de plantes herbacées, de feuilles, de fruits et de champignons. En hiver, son alimentation se limite à des bourgeons et de petits fruits d'arbustes. Comme le lièvre, la gélinote huppée montre des cycles d'abondance. Elle s'accouple au printemps, période où on entend fréquemment le tambourinage des mâles qui battent des ailes sur leur poitrine pour attirer les femelles. Les femelles pondent en moyenne de 10 à 14 œufs. Beaucoup de gélinotes ne survivent pas à l'hiver lorsque celui-ci est rigoureux et qu'il y a beaucoup de pluie verglaçante. La prédation et les maladies peuvent aussi décimer plus de la moitié des populations de gélinotes en bas âge. La chasse a peu d'incidence sur les populations globales de gélinotes au Québec. Le tétras du Canada occupe presque tout le Québec, de l'extrême sud de la province jusqu'à la limite des arbres. Ces oiseaux fréquentent les forêts de conifères matures, la forêt boréale et les tourbières. On retrouve cette espèce presque partout où il y a des conifères au Québec. La femelle tétras ressemble à la gélinote huppée. Son plumage est cependant plus finement rayé et sa queue bordée de roux ne porte pas la bande sombre caractéristique de l'autre espèce. Le mâle tétras se distingue par sa couleur plus foncée
ainsi que par la présence caractéristique d'une caroncule rouge au-dessus de l'œil. Cet oiseau est particulièrement vulnérable à la chasse, car il se laisse approcher de très près. Sa stratégie contre les prédateurs est en effet de rester immobile au sol ou de se percher sur une branche pour se cacher. En été, le tétras s'alimente de plantes herbacées, de petits fruits, de champignons et d'insectes. L'hiver, son régime se limite à des bourgeons et à des aiguilles de conifères. L'accouplement se fait au printemps. On peut alors observer le battement d'ailes rapide et répété que le mâle fait pour afficher sa présence et conquérir les femelles. La prédation est la principale cause de mortalité chez cette espèce. L'incidence de la chasse est marginale. Le lagopède des saules est quant à lui une espèce typique de la toundra arctique, étroitement associée au saule nain, d'où l'origine de son nom. Le corps du lagopède des saules est entièrement emplumé, des narines aux orteils, et ses ailes sont courtes et arrondies pour limiter les pertes de chaleur. Pour mieux se camoufler de ses prédateurs, le plumage du lagopède varie selon les saisons. L'été, le plumage du lagopède est tacheté de noir, de brun et de chamois, tandis que l'hiver, le plumage est blanc, à l'exception de la queue qui reste noire. En hiver, cette espèce forme des groupes pouvant atteindre 200 individus qui migrent plus au sud, dans la taïga, et même jusqu'au 49e parallèle pour consommer des bourgeons. On chasse cet oiseau, légèrement plus gros que la gélinote et le tétras, dans les forêts où l'on retrouve du bouleau, des aunes et des saules. L'été, le lagopède des saules fréquente les zones de mousse, de lichens et d'arbustes de la toundra arctique et se nourrit de feuilles, de fleurs, de fruits et de graines. L'accouplement se fait au printemps. Le mâle protège la femelle et aide à l'élevage des oisillons. La principale cause de mortalité est la prédation. L'incidence de la chasse est marginale. À la différence des gros gibiers et du dindon, il n'existe pas de méthode fiable et économique pour évaluer les populations de petits gibiers au Québec. Bien qu'il existe des limites de prise et de possession, la récolte de petits gibiers n'est pas obligatoirement déclarée. Le suivi d'exploitation se base habituellement sur le nombre d'individus récoltés provenant des territoires fauniques structurés. Les statistiques de récolte indiquent que les populations de petits gibiers étudiées se portent bien à l'échelle de la province. De nombreuses autres espèces considérées comme de petits gibiers peuvent aussi être chassées au Québec. La chasse à certains prédateurs, comme le coyote, le loup gris et le renard roux, est d'ailleurs de plus en plus populaire depuis la légalisation des appâts électroniques. Si vous voulez en apprendre davantage sur les espèces de petits gibiers que vous pouvez chasser au Québec, consultez l'application Zone Chasse. Une foule de renseignements sont disponibles pour vous permettre de mieux les connaître. La sauvagine, la bécasse d'Amérique et la tourterelle triste sont des oiseaux migrateurs de juridiction fédérale. Ces gibiers requièrent donc le permis de chasse provincial aux petits gibiers et le permis de chasse fédéral aux oiseaux migrateurs. Pour en savoir davantage sur la chasse aux oiseaux migrateurs, référez-vous au règlement de chasse aux oiseaux migrateurs que vous pouvez consulter sur le site Internet du gouvernement fédéral. D'un point de vue biologique, la sauvagine regroupe l'ensemble des oiseaux de la famille des anatidés, tels que les canards, les oies et les bernaches. Les caractéristiques communes sont le mode de vie aquatique et leur migration au printemps et à l'automne. L'accouplement se fait au printemps. À l'automne, la sauvagine va migrer au sud, ne pouvant plus se nourrir dans un sol gelé. Par contre, certains de ces oiseaux deviennent résidents et passent l'hiver sur des cours d'eau non gelés. Par exemple, la bernache du Canada a élu domicile aux alentours des villes été comme hiver, ce qui cause des problèmes de cohabitation. Comme la chasse est interdite dans ces zones, très peu de facteurs y limitent la multiplication et la concentration de ces oiseaux.
Les populations urbaines de Bernache du Canada, dites résidentes, continuent d'augmenter et l'aire de répartition de cet oiseau s'étend de plus en plus. Une récolte de conservation printanière de certaines espèces d'oies est un outil de gestion efficace qui permet de limiter l'expansion des populations. Pour faciliter l'identification des différentes variétés de canards, on les classe en 2 catégories, les barboteurs et les plongeurs. Les canards barboteurs, ou de surface, se procurent à manger sans s'immerger complètement, en basculant en eau peu profonde, comme les étangs, les marais, les herbiers riverains et les tourbières. Les plus communs sont le canard branchu, le canard colvert, le canard noir et la sarcelle d'hiver. Les canards plongeurs cherchent quant à eux leur nourriture en plongeant et en nageant en eau profonde, par exemple en mer, dans les lacs et les cours d'eau ou au centre des grands milieux humides. Leurs ailes, plus petites, facilitent leur déplacement sous l'eau, mais les obligent à courir à la surface avant de prendre leur envol. Au Québec, la récolte de canards plongeurs se résume principalement à des canards comme les fuligules, les garrots, les harles, et de canards de mer comme les hédères, les macreuses et le harel de cacahuis. Il est très important de pouvoir différencier les espèces que vous pouvez chasser, car certains canards, comme l'arlequin plongeur, le garrot d'Islande et la sarcelle à aile bleue, sont protégés. Les limites de prise et de possession varient selon les espèces. Référez-vous au site du gouvernement fédéral pour connaître la réglementation ou consultez l'application Zone Chasse pour en savoir davantage sur les oiseaux migrateurs. Un autre type d'oiseau migrateur, la bécasse d'Amérique, est très prisée des chasseurs québécois. C'est un oiseau trapu qui possède un bec droit et allongé, une tête traversée de larges rayures noires et de grands yeux haut placés. Son plumage présente un mélange complexe de taches et de lignes rousses, grises, noires et fauves, qui constitue un camouflage presque parfait dans les sous-bois. Cette espèce quitte le Québec pour le sud-est des États-Unis au commencement de l'automne et revient se reproduire au début du printemps. Elle s'installe alors majoritairement au sud de la province. La bécasse affectionne les jeunes peuplements de feuillus, les friches, les forêts mixtes et les milieux agroforestiers. Grâce à son long bec, elle fouille le sol et se nourrit surtout de vers de terre, d'insectes et de graines. Pendant la saison printanière, au coucher et au lever du soleil, les mâles font une parade nuptiale particulièrement spectaculaire, appelée croule. Pour attirer les femelles, le mâle émet un cri distinctif avant de s'envoler, puis de redescendre en spirale. Le gouvernement fédéral évalue principalement les populations de bécasses en effectuant des inventaires de la croule. De nombreux observateurs partent alors faire un échantillonnage en notant le nombre de bécasses mâles entendus sur des parcours prédéterminés. La principale cause de mortalité est la prédation. La bécasse est principalement chassée avec un chien d'arrêt car elle se cache souvent sans bouger. C'est le seul oiseau migrateur que vous pouvez chasser avec de la grenaille de plomb, mais il est tout de même conseillé d'utiliser de la grenaille non toxique pour éviter toute contamination de la viande. Enfin, vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'on peut chasser la tourterelle triste depuis 2016 au Québec. Cet oiseau migrateur brunâtre a une longue queue, des pattes courtes et un corps rondelet, surmonté d'une tête de petite taille. Les ailes rigides de la tourterelle produisent un son étouffé lors de son envol et lui procurent un vol puissant. La tourterelle triste a su tirer profit de la cohabitation avec l'humain. Elle aime les fermes, les champs, les bords de route, se nourrissant surtout au sol de graines pendant l'hiver et de plantes et d'insectes au cours de l'été.
la grande majorité de tourterelles tristes migre pour le sud-est des États-Unis au début de l'automne et revient se reproduire au début du printemps. La tourterelle triste est monogame. Pour charmer la femelle, le mâle roucoule, gonfle les plumes de son cou et bat bruyamment des ailes en vol. Comme nous l'avons vu précédemment, un habitat de qualité doit comporter assez d'espace, de la nourriture, de l'eau et des abris en quantité suffisante. Lorsqu'une population animale devient très abondante, elle peut devenir nuisible et dégrader son propre habitat. La chasse est l'outil de gestion le plus efficace pour maintenir certaines populations à un niveau souhaitable, protégeant ainsi les habitats critiques et assurant le renouvellement durable de ces espèces. Les règlements concernant la chasse, élaborés sur la base de ces valeurs, ont permis et permettent toujours aux chasseurs de jouer un rôle important. Bien que la chasse puisse se pratiquer toute l'année au Québec, l'automne demeure la saison privilégiée pour cette activité. Quand arrive l'automne, les petits qui ont vu le jour à la fin de l'hiver ou au début de l'été ont grandi et sont maintenant autonomes. Les populations fauniques sont donc à leur niveau d'abondance maximum et la fourrure de certains animaux est de qualité commerciale. C'est également le moment de récolter le gibier avant que celui-ci meure des rigueurs de l'hiver. En effet, le prélèvement des surplus en automne permet d'éviter que les habitats hivernaux soient surpeuplés et protège ainsi les populations animales et leurs ressources alimentaires. Les prédateurs jouent aussi un rôle crucial et complémentaire. La prédation est souvent la première cause de mortalité du petit gibier. Sans les prédateurs, plusieurs populations animales deviendraient donc rapidement surabondantes.